Une femme prêtre l'a fait. Nous n'avions pas de prêtre homme. C'était une femme. Oui, une femme prêtre. Êtes-vous russe? Oui, toute cette région est la Russie. Il n'y a pas d'Estoniens ici. Avant, il y avait beaucoup de travail, d'agriculture et d'élevage. Avec la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, tout cela a disparu. En voici une autre qui est à moitié effondrée. Celles-ci ont vraiment l'air plus anciennes. Salutations de Kolkia en campagne estonienne. À seulement 2 kilomètres, en suivant ce grand lac qui ressemble à une mer calme en ce moment, se trouve la Russie. Là-bas se trouve Pskov, une ville historique très importante. Et par là, nous arrivons à Narva, qui est en Estonie, puis à Ivangorod, et encore beaucoup de kilomètres dans cette direction, nous arrivons à Saint-Pétersbourg. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et en fait, je voulais vous montrer un peu à quoi ressemble l'Estonie rurale. Vous savez déjà que lors de ce voyage à travers les pays baltes, nous avons rencontré beaucoup de personnes d'origine russe et qui parlent russe, et ce n'est pas une exception. Dans cette région vivaient les vieux croyants, les vieux ritualistes, comme ils s'appelaient eux-mêmes ou comme on les connaissait autrefois. Si vous avez vu la vidéo sur les Molokanes, cela vous parlera peut-être. Tout comme les Molokanes, les vieux croyants étaient un groupe religieux interdit dans la Russie tsariste. Lorsque le pape Nikon a vu qu'il perdait des fidèles dans son église orthodoxe russe, et que beaucoup d'entre eux rejoignaient l'église de Kiev ou la communauté créée entre la Lituanie et la Pologne. Il a décidé de faire appel à des érudits de Kiev pour réviser l'église orthodoxe russe et se rapprocher davantage de l'église orthodoxe grecque. Cela a créé un schisme parmi les fidèles, et beaucoup d'entre eux ont refusé d'accepter ces réformes. Ils ont été considérés comme les vieux ritualistes et les vieux croyants. Depuis que les réformes ont été mises en œuvre, les vieux ritualistes ou vieux croyants ont souffert d'une persécution sans précédent à travers tout l'Empire russe. Beaucoup d'entre eux ont choisi l'exil et d'autres la tristement célèbre auto-immolation décrite dans des œuvres d'auteurs comme Tolstoï. Suivez-moi aujourd'hui dans une nouvelle vidéo à la découverte de cette communauté en déclin dans les campagnes d'Estonie. Allons-y. C'est ici que vivaient les vieux croyants. Oui, depuis toujours. Les générations les plus âgées sont mortes, mais il reste des jeunes. Fais attention à ne pas te faire piquer. Et les autres, sont-ils retournés en Russie? Non, ils sont morts. Ils sont enterrés dans leur cimetière. La plupart avaient déjà 70 ou 80 ans. Le village est resté vide. Tous les villages sont vides. Il reste quelques grands-mères, mais très peu. Avant, il y en avait beaucoup. Tu voyais comment elles allaient à la messe, à leur église. Beaucoup sont morts. Il ne reste plus que les jeunes. Ils sont aussi dans le village de Kazépé. Par la nouvelle route, ils sont à 3 kilomètres d'ici. Beaucoup vivent aussi là-bas. Le prêtre qui célèbre la messe vit là-bas. Êtes-vous russe? Oui, toute cette région est russe. Il n'y a pas d'Estoniens ici. D'accord, j'y vais. Merci. Je vous en prie. Voici l'une des deux églises d'ici, enfin, si on peut les appeler ainsi, ou plutôt des maisons de prière, que l'on peut trouver ici dans la localité de Kolkia. Comme vous pouvez le voir, elles sont en bois, comme pratiquement toutes les constructions que faisaient ces vieux croyants. Et où je sais, ils immolaient. Jetez un coup d'œil, s'il vous plaît, à ces maisons. C'est ainsi qu'un village des vieux croyants ressemblerait pratiquement avec ces énormes constructions en bois, bien que ce soit aussi un mélange avec de la pierre et que le toit semble être en fibre-ciment. Ce ne serait pas exactement comme ça, mais l'aspect est très similaire.
La dépopulation est évidente ici, car cela fait un bon moment que je me promène et vraiment, il n'y a personne dans la rue. Pratiquement, il ne passe qu'une voiture toutes les 10 ou 15 minutes. Et franchement, je commence à penser qu'il va être difficile de trouver un de ces vieux croyants ici, à Kolkja. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Victor. Je cherche les vieux croyants. Savez-vous où je peux les trouver? Je ne sais pas. Peut-être plus loin? Par là, c'est le nouvel escalier. Là-bas, c'est le musée, non? Je ne sais pas. D'accord, merci. Vieux croyants, vous pouvez les trouver. Laissez-moi réfléchir. Je dirais qu'ils sont tous chez eux maintenant. Mais vous pouvez aller au musée et en apprendre plus sur eux. Là-bas, ils pourraient vous donner plus d'informations. Vous pouvez même assister à leur messe. Personnellement, je n'en sais pas plus. Ma grand-mère est une vieille croyante, mais je ne pense pas que ça lui ferait plaisir. Alors, ces traditions te seront familières. Bien sûr, je vis ici, je les connais et je vais aussi à la messe. Tu es russe, n'est-ce pas? Oui, enfin estonienne, mais russophone. Mais je peux parler estonien parce que j'ai vécu ici toute ma vie. Mais c'est aussi russe. En quoi les orthodoxes sont-ils différents des vieux croyants? Les vieux croyants font le signe de croix avec 2 doigts et les orthodoxes avec 3. Il y a aussi quelques différences dans la façon de prier et il y a également des différences sur la croix. Chez les vieux croyants, c'est ainsi, ainsi et ainsi. Chez les orthodoxes, seulement ainsi et ainsi, si je ne me trompe pas. Je comprends, merci. Le Nouvel An et Noël, ils les célèbrent comme tout le monde. Les plus croyants vont à la messe et prient pendant ces fêtes. D'après ce qu'on a pu me raconter personnellement à propos de la fondation de ce village, à l'époque d'Ivan le Terrible, il était contre les vieux croyants. De leurs traditions, comme celle de ne pas se raser la barbe, ils ont décidé de quitter la Russie et en traversant ce lac à pied, ils ont choisi de s'installer et de construire le village. Eh bien, ici, nous avons la petite fille d'une vieille croyante qui installe les tables de ce restaurant si accueillant. Elle doit être l'une des rares jeunes filles ou personnes jeunes qui restent encore dans cette localité de seulement 1500 habitants. On m'a dit que les jeunes quittent le village pour aller en ville. Oui, c'est ça. Avant, il y avait beaucoup plus de monde. Ils sont partis à la recherche de travail. Avant, il y avait beaucoup de travail, il y avait beaucoup d'agriculture, de l'élevage, à l'époque de l'Union soviétique. Quand l'Union des républiques socialistes soviétiques s'est dissoute, tout cela a cessé d'exister et les gens ont commencé à partir vers les villes ou ailleurs. Enchanté, merci beaucoup, à bientôt. Le musée est fermé. Mais je suis arrivé au cimetière des vieux croyants dans cette communauté. Et voilà à quoi ça ressemble, un petit cimetière. Et même avec des symboles communistes et l'étoile rouge. Allons voir ce qu'est écrit là. Aux guerriers ou aux soldats de l'armée soviétique tombés pendant la Grande Guerre patriotique, 1941-1945. Et là-dessous, ce doit être le nom de ceux qui sont morts, qui étaient originaires de ce village. Je veux jeter un coup d'œil.
Voyons de quelle année datent les tombes. Si elles sont ici depuis longtemps, il devrait aussi y en avoir d'il y a quelques siècles. Regardez celle-ci. Eh bien, celle-ci date d'il y a un siècle, de 1896. En voici une autre qui est à moitié tombée. Celles-ci ont vraiment l'air plus anciennes. Ici, une autre étoile rouge. Et celles-ci semblent anciennes, mais on ne voit pas de date. Nous avons des tombes plus simples, directement dans la terre, celle-ci de 1937. Regarde, celle-ci semble plus ancienne. De toute façon, même avec quelques croix tombées, cassées ou rongées, on voit clairement que quelqu'un met des fleurs et entretient ce cimetière. Et toutes les tombes d'ici, pratiquement toutes, comme une tentative de préserver la mémoire des anciens croyants de cette communauté ici, et bien sûr les cigognes. C'est plein de cigognes ici, dans tout le Baltique. Où que tu ailles, tu vois des cigognes. C'est incroyable. Je n'avais jamais vu autant de cigognes ensemble. Et pourtant, il y en a pas mal en Espagne. Je filme sur les vieux croyants. On m'a dit que le prêtre est par ici. Où puis-je le trouver? Nous avons un prêtre ici, mais notre messe est le dimanche. Le lundi, pour qu'il n'y a rien, il sera chez lui, je suppose. Il habite là, mais je ne sais pas s'il sera à la maison. Il se trouve que nous n'avons pas de messe tous les jours, seulement le dimanche. De 9h du matin à midi. 3h le dimanche, et c'est tout. Je suis une vieille croyante russe. Je suis venue ici parce que je me suis mariée avec un vieux croyant d'ici. Mais je suis une vieille croyante de Russie. Donc vous n'êtes pas né ici? Je viens de l'oblast de Vologda. C'est là-bas aussi que j'ai été baptisée. J'étais orthodoxe. C'est ma grand-mère qui m'a baptisée ainsi. Et puis, quand j'ai grandi, j'ai été baptisée comme vieille croyante. En Russie, il reste peu de vieux croyants, la majorité étant orthodoxe. À mon arrivée ici, on m'a appelée vieille croyante. Je comprends. Nous, les vieux croyants, avons une croix différente pour les femmes et pour les hommes. Celle des femmes, à gauche, est comme ça, et celle des hommes est plus carrée à droite. Vous sentez-vous offensé? Comment vivent ici les vieux croyants? Comment vivons-nous? Nous sommes désormais des vieux croyants, des temps plus modernes. Nous ne vivons plus comme avant, comme nos grands-mères. Et comment vivaient-ils? Quelles sont les différences? D'abord, nous n'avons pas d'église, seulement des maisons de prière. Disons qu'elles ne sont pas aussi pompeuses avec de l'or et tout ça. Il y a un iconostase, nous avons nos propres prières et offices. Nous n'avons pas les mêmes que les nouveaux croyants. L'entrée est différente pour les femmes et pour les hommes. Les parrains et marraines ils sont choisis jusqu'à l'âge de 18 ans. Si tu te fais baptiser après, tu ne peux plus choisir les parrains et marraines. Je n'ai pas de parrain ni de marraine. Ce sont les anciens qui m'ont baptisé quand j'étais adulte. C'est une femme prêtre qui l'a fait. Nous n'avions pas de prêtre homme. C'était une femme? Oui, une femme prêtre. Après la Grande Guerre patriotique, beaucoup d'hommes sont morts. Et ils ont pris une femme comme prêtre. Les hommes portent-ils toujours la barbe? De plus avec l'âge, quand ils deviennent plus âgés, mais il y a aussi quelques jeunes qui portent la barbe. Mais c'était surtout à l'époque des tsars. Maintenant, ils la laissent pousser à partir de 45 ans. Et quelle est la plus grande différence avec les orthodoxes de nos jours, mais c'est assez similaire, à l'exception de la prière? Certaines règles sont plus strictes. Par exemple, tu dois te confesser au moins une fois tous les 2 ans. Si tu ne le fais pas, en cas de décès, tu seras en état de péché. Avec les orthodoxes, il y a des règles plus strictes qu'avec d'autres religions.
D'après ce que m'a dit ma grand-mère, le mariage était autorisé entre les vieux croyants et les catholiques, les musulmans, mais pas avec les orthodoxes. Mais cela se passait surtout à l'époque des tsars. Maintenant, j'imagine que ces mariages existent, mais avant, c'était les règles. Les vieux croyants boivent beaucoup de thé. Et nous le faisons avec du sucre bouilli, comme s'il s'agissait d'une sorte de caramel. Beaucoup de gens viennent aussi ici pour nos pirochkis. Les vieux croyants ont apporté ici l'oignon de la région. Cette région est connue sous le nom de la route de l'oignon. Ici, on cultive une variété d'oignons très connue, délicieuse, vraiment excellente. Nous suivons des pratiques de culture spécifiques. D'ailleurs, des excursionnistes viennent ici pour cela. Nous profitons de la montée du niveau de l'eau du lac pour les cultiver. Après cette période, tu verras les vieux croyants vendre des filets d'oignons. Des gens de toute l'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, tous connaissant cet endroit, viennent ici. Surtout pour les oignons et aussi pour le poisson. C'est une vieille tradition, n'est-ce pas? Bien sûr, ils ont apporté les graines de Russie pour cultiver leurs propres oignons. Et maintenant, c'est devenu un produit reconnu. Vous vous êtes promené? C'est joli ici. Oui, j'ai fait une promenade, mais j'ai eu un peu de mal à trouver des gens. C'est peut-être trop tôt. Non, c'est lundi. Nous travaillons tous les jours de la semaine sauf le lundi. Le lundi, c'est notre jour de repos. On range la maison, on fait les courses. Moi, j'ai l'habitude de faire du pain d'épices, des empanadas au poisson, à l'oignon. Vous êtes tombé pile le jour où tout est à l'arrêt. Si vous étiez venu en milieu de semaine... Eh bien, merci beaucoup pour tout. Attendez, donnez-moi une seconde. Je veux vous faire un petit cadeau. Non, ce n'est pas nécessaire, merci. Je vous le donne tout de suite. Bonjour, collègue. Bonjour. Tepement 5, comment tu t'appelles? Germain. Moi, Victor. Miel de notre région de ce printemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'être venus. Il nous reste beaucoup de miel. Un grand pot. Merci beaucoup. C'est récent. Oui, je vois déjà, je vous en remercie. Et vous revenez si vous en avez l'occasion, mais pas un lundi. Je comprends. Bonne continuation. Au revoir. Ça, je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Recevoir ces cadeaux d'une vieille croyante, mais qui ne ressemble pas du tout à une vieille croyante, comme elle l'a dit, comme elle s'est définie. Elles sont plus modernes. On ne les voit plus avec le foulard typique, ni avec les vêtements anciens qu'on imagine habituellement. De ceux d'il y a un siècle, du 19e ou 18e siècle. Regardez, du miel du coin, quel cadeau incroyable! Et voilà, maintenant, je vais aller dans un autre village. La fille aînée m'a déjà dit que c'est lundi et que le lundi, il se repose. Et c'est pour ça que tout est si vide, on ne voit presque personne. Ils en profitent pour faire des tâches ménagères, cuisiner ou préparer, par exemple, de la pâtisserie comme cette femme. Aussi pour s'occuper du potager. Donc voilà, maintenant je vais continuer mon chemin dans l'Estonie rurale pour voir ce que je vais trouver. Et si je ne trouve rien, eh bien je continuerai, je mettrai le cap sur Tallinn. Je veux découvrir la capitale de l'Estonie après avoir découvert la partie rurale. Lorsque les persécutions contre les vieux croyants ont commencé en Russie, dans l'Empire russe, ils se sont rebellés en s'immolant eux-mêmes et des nouvelles se sont répandues dans tout l'Empire selon lesquelles ils construisaient des maisons pour s'immoler, pour se brûler vifs. Lorsque les soldats de l'Empire arrivaient, ils avaient déjà construit les maisons qu'ils remplissaient de foin et de paille et même de poudre à canon. Des groupes de dizaines, parfois même de centaines de personnes s'y entassaient. C'étaient d'énormes maisons et lorsque les soldats de l'Empire venaient les arrêter ou même les empêcher de s'immoler, ils mettaient le feu à toute la maison et la maison était fermée. Et il y avait même de vieux croyants armés de fusils pour empêcher ces gens de s'échapper de la maison et d'accepter leur destin. Cette pratique s'est répétée pendant des siècles. C'était comme une forme de protestation, comme une façon de devenir martyr, comme une façon de revendiquer ses droits face à un empire qui n'autorisait pas la pratique de sa foi.